Bonjour à vous qui écoutez La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Soyez les bienvenus. Je partage quelques points communs avec mon invité du jour, en particulier la médecine et le podcast. Aujourd'hui, je reçois à mon micro la psychiatre et podcasteuse Laure du podcast Sport et Psy. Passionnée de psychologie, Laure a été orientée par son entourage vers des études de médecine. Après un externat vécu en demi-teinte, entre intérêt et angoisse, elle choisit assez naturellement un internat de psychiatrie. Cet internat se révèle être une période de questionnement sur le présentéisme, l'abnégation, l'efficience. Après cette sensation de vivre en décalage pendant l'internat, arrive l'assistanat et ses désillusions, et puis une prise de recul nécessaire. Avec Laure, nous avons parlé de savoir poser ses limites, de parer au plus urgent et de si c'était à refaire. Et bien sûr, nous avons parlé de la place du sport dans son parcours professionnel. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Laure, bienvenue à La Consulte. Bonjour Anne-Lise, trop contente d'être là. Super. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites, s'il te plaît ? Moi c'est Laure, j'ai 31 ans, je suis psychiatre et je suis passionnée par la psy déjà, c'est une de mes plus grandes passions, mais je suis aussi passionnée par plein d'autres choses, notamment par le sport, entre autres. Donc après ce serait peut-être trop long si je devais tout détailler, mais en gros c'est mes deux plus grandes passions dans la vie. Pour situer un petit peu, c'est quoi ton mode d'exercice en psychiatrie ? Alors moi j'ai eu un exercice très classique, j'étais à l'hôpital, j'ai fait un assistanat pendant 2 ans après ma thèse et j'ai quitté l'hôpital et j'ai pris une année un peu, alors je dirais pas une année off parce que j'ai travaillé, mais j'avais pas envie de m'installer tout de suite en libéral et je sentais que j'avais vraiment besoin de faire une pause, de prendre du recul parce que j'étais un peu écœurée. De tout, de l'hôpital, du système de soins, et je sentais que je commençais à être écœurée aussi de ma spécialité, alors qu'à la base, c'est quand même une de mes grandes passions. Donc là, je me suis dit, il faut que je prenne du recul. Du coup, j'ai fait des remplacements, j'ai fait un peu d'intérim, j'ai fait aussi un peu de téléconsultation, comme ça me permettait de continuer de travailler un petit peu. D'avoir du temps pour moi et puis de ne pas avoir d'attache et pendant quelque temps de ne pas avoir de compte à rendre, que ce soit à une institution ou d'avoir tout de suite un planning de consulte plein à ras-bord. Voilà, c'était un peu mon angoisse. Et là aujourd'hui, tu projettes de t'installer en libéral, c'est ça ? Ouais, c'est un projet qui est en cours, qui devrait être effectif je dirais février 2023, donc c'est bientôt. Là, je suis en train de faire des démarches et là, je me sens prête à m'installer. J'ai pu établir mes limites et mes besoins dans ma tête et j'ai surtout retrouvé l'envie d'exercer, chose que je dois avouer, j'avais un petit peu perdue. Alors je pense qu'on va en parler, de comment t'es arrivée là aujourd'hui. Enfin, c'est pas je pense, c'est même je suis sûre qu'on va en parler. Mais je crois qu'il faut commencer par le début et d'où vient cette passion pour la psy. Alors je sais pas si on met psychiatrie, psychologie ou ce que tu veux. Mais... Moi, je mets tout derrière. Moi, je mets tout parce que... Moi, je mets tout parce que tout simplement. Alors moi, j'adore la psychiatrie, la psychopathologie, normal, hein, c'est ma formation. Et puis, j'étais très contente de choisir l'internat de psychiatrie, mais j'adore la psychologie aussi. Et pour moi, la psychologie, c'est un peu comme la physiologie est à la médecine en général. Ça permet de comprendre en fait tout le reste. Et c'est vrai que pour moi, la psychologie, on va dire le fonctionnement normal du cerveau humain, moi, ça me permet vraiment de comprendre mieux comment fonctionne le cerveau humain, qui a des problèmes. Donc, moi, je mets tout, du coup, derrière l'appellation psy. Alors, c'est venu comment, cette passion pour la psy ? Alors, moi, j'ai eu une adolescence qui n'a pas forcément été toute simple. Et en fait, tout simplement, j'ai commencé à lire Psychologie Magazine parce que je cherchais des solutions pour moi-même. Et j'avais pas du tout prévu de faire psy ou autre, mais juste je me disais c'est quand même pas bête ce qu'ils mettent là-dedans. Et c'est vrai que même a posteriori, je me rends compte que
leurs articles sont plutôt très bons et sont des bonnes pistes d'auto-soin. Alors, je déteste ce mot en français. Self-help, en anglais, ça fait quand même bien mieux. Mais t'as quand même quelques pistes qui sont pas mal et moi, j'avais trouvé ça cool. Et donc, forcément, de fil en aiguille, je me suis intéressée à tout ça. J'ai commencé à lire des livres de psychologie grand public. Et après, j'ai envisagé de m'inscrire à la fac de psycho. Et les adultes de mon entourage, notamment mes profs, m'ont dit « Non mais psycho, ça sert à rien, il n'y a pas de débouché. T'as des bonnes notes, fais médecine. Au pire, tu feras psychiatrie. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu les as vécues comment, ces études de médecine? En tout cas, la première année, enfin les premières années qui sont, disons que la psychologie et la psychiatrie ne font pas vraiment partie des matières principales. Non, c'est vrai. Alors moi, c'est vraiment en demi-teinte. En demi-teinte parce que moi, je m'intéresse un peu... Enfin, c'est pas que je m'intéresse à tout, mais je peux me laisser intéresser par tout. Et j'étais très, très, très intéressée par la psy. Mais j'étais aussi très, très, très intéressée par le reste, par le corps humain. J'avais une espèce de fascination pour le corps humain depuis toute petite... Même à l'école, quand j'étais en primaire, je disais, sans trop savoir ce que je disais, en vrai que un jour je ferais médecine parce que j'étais fascinée par toute la physiologie humaine. Et en fait, ça m'intéressait en fait tout simplement. Ça m'intéressait et j'ai appris avec plaisir tout ce qu'on m'a enseigné. J'ai appris avec plaisir parce que ça m'intéressait, mais j'ai appris dans la douleur parce que le mode pédagogique en médecine, je me demande encore pourquoi ils font ça. Alors je sais qu'il y a des réformes en cours et qu'ils ont la volonté quand même de rendre l'apprentissage plus, je sais pas comment dire, économe, durable, respectueux des personnes et des gens. Et moi, j'ai vraiment vécu ça comme un bourrage de crâne. Alors après, j'avais peut-être pas les bonnes méthodes pour apprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes parce qu'on a vachement plus accès à de la méthodo, à des techniques pour apprendre mieux et tout. Mais enfin, moi, j'ai passé le concours en 2010 et de la première année, et clairement, c'était bête et méchant et j'apprenais par cœur, quoi. Et je me rends compte avec le recul que c'était pas du tout bien. Et je sais qu'il y en a qui arrivaient à ne pas faire comme ça, mais moi, j'ai été vraiment conditionnée. La première année, c'est du par cœur, point barre. Et en fait, j'ai été conditionnée comme ça pour le reste des études, un peu. Et vu la masse de travail, j'ai eu un peu de mal à trouver mon rythme de croisière et à pas être soit dans le too much, à vouloir tout bien savoir, soit juste parce que je me sentais dépassée à plus vouloir rien faire, en fait. Être oscillait entre j'apprends tout par cœur, je suis une machine de guerre, je comprends rien mais c'est pas grave, j'apprends, et je laisse tomber. Ouais, c'était un peu ça parce que j'avais l'impression de quand même comprendre, mais pas comme j'aurais dû. Je sais pas comment dire. Ouais, je me sentais, franchement, avec le recul, je me rends compte que je me sentais quand même à la ramasse, et même encore aujourd'hui, c'est assez difficile de l'admettre, parce que voilà, on a tous eu dans nos promos des gens qui étaient des espèces j'avais un prof qui appelait ça des mutants hypermnésiques, qui comprenaient tout, qui retenaient tout du premier coup, et moi, j'avais l'impression de peiner. Alors, c'était une impression parce qu'au final, j'ai eu mes années, j'ai jamais eu de problème particulier, mais c'est juste que c'était vraiment un peu dans la souffrance, quoi. Ouais, ça n'avait rien de facile, de fluide et d'évident que d'apprendre tes cours, quoi. Non, j'étais intéressée par ce que j'apprenais, mais la pression qu'il y avait derrière, la quantité de choses à savoir et la façon dont c'était transmis, moi, ça m'a pas permis d'apprendre sereinement, on va dire. Puis, je pense aussi, on va le dire, que je suis toujours quelqu'un de très sensible au regard des autres. Et clairement, moi, quand j'avais des maîtres de stage qui me ridiculisaient en me disant que je savais rien, mais moi, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai au téléphone des gens qui ont été mes maîtres de stage, alors qu'aujourd'hui je suis diplômée, je n'ai plus rien à prouver, mais je suis encore en panique. C'est un traumatisme.
Et je vivais un peu dans cette peur de pas réussir et de pas y arriver. Et sauf que plus j'étais crispée, moins j'étais à l'aise pour apprendre. Et je pense aujourd'hui que j'ai fonctionné avec des capacités cognitives à 10% en vrai. Enfin, honnêtement, avec le recul, je me dis mais comment j'ai réussi à faire mes cours dans un tel état de stress, parce que c'était ça, hein. C'était vraiment ça. Les stages, l'enseignement pratique n'a pas compensé cette théorie difficile à ingurgiter, très par cœur. Ça a même rajouté du stress en fait pour toi, le fait de te sentir évalué, jugé en stage. Oui, parce que moi je le prenais vraiment comme, je sais pas comment dire. C'était vraiment soit vous faites les choses parfaitement, soit vous êtes nul. Et il n'y avait pas de nuance en fait dans le discours des chefs. Enfin moi en tout cas je le percevais comme ça. Et il y avait des équipes, des chefs qui étaient clairement, c'était limite maltraitant quoi. Et même si on apprenait plein de trucs, moi j'étais toujours trop contente d'apprendre plein de trucs en stage. Il y avait toujours cette angoisse de pas tout retenir et de pas savoir. Et ouais, l'ambiance des stages, moi je m'y suis jamais faite, hein. Enfin, ça s'est apaisé quand j'ai été interne parce que je sentais que j'avais des choses à prouver, mais qu'on me faisait confiance et que du coup je pouvais me faire confiance, tu vois. Enfin, T'avais besoin que les chefs te fassent confiance pour te faire confiance. Et du coup, tu te sentais pas en confiance quand tu te sentais évalué, jugé, voire humilié, rabaissé parce que tu savais pas. ouais, non, non. Puis surtout que j'étais extrêmement. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi j'étais extrêmement mal à l'aise dans mes stages, parce que j'étais très ambivalente, parce que à la fois j'étais hyper intéressée par ce que je faisais. J'adorais voir les petits patients, j'adorais voir des choses, j'adorais apprendre des trucs. J'étais toujours trop contente d'arriver sur un nouveau terrain de stage. Mais en fait, pour moi, l'angoisse, c'était d'arriver dans un nouveau lieu, de savoir si les gens qui allaient nous accueillir... Déjà, est-ce qu'il y aurait un accueil des externes? Parce qu'en général, c'était une vaste blague. On arrivait... les gens savaient pas que c'était notre premier jour. Au mieux, ils nous disaient bonjour du bout des lèvres. Au pire, ils nous ignoraient et ils râlaient, quoi. Et puis non, moi je l'ai vraiment vécu dans certains stages comme de la maltraitance. Et j'avais beau aimer ce que je faisais, je ne comprenais pas en fait comment les gens pouvaient être aussi horribles entre eux, se parler aussi mal, parler aussi mal aux gens, que ce soit étudiant, que ce soit interne, et être odieux en fait. Moi, je comprenais pas. Alors, ça n'a pas été ça dans tous mes stages, heureusement, mais je dirais bien les 2/3, où vraiment c'était de la provocation, de l'humiliation, du rabaissement. Et je suis assez agréablement surprise de voir que c'est quelque chose qui existe de moins en moins quand même, parce que j'ai l'impression que la jeune génération, je parle comme si j'étais une vieille, mais la jeune génération ne se laisse pas faire pareil. Et d'ailleurs, j'ai vu des collègues s'insurger contre ces nouveaux externes qui n'écoutent pas et qui ne sont pas intéressés. Et bon, effectivement, il y a toujours une petite portion de gens qui ne sont pas intéressés, mais moi, je pense que la plupart, c'est juste qu'ils en ont marre qu'on leur parle mal, en fait. J'imagine que, comme tu étais intéressée par la psy, tu as fait un stage dans un service de psychiatrie. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé. Et ça rejoint vraiment ce que je disais avant, c'est que déjà, j'étais trop contente d'y aller parce que, en fait, c'était mon tout dernier stage d'externe. Je savais que j'avais toujours des vues sur la psy, même si entre-temps, j'avais changé X fois d'avis, parce que partout où j'allais en stage, je me disais « Ah vas-y, c'est trop cool, je veux faire ça ». Et la psychiatrie, j'y suis passée en dernier stage et j'ai trouvé tout passionnant. La clinique, la sémio, la façon de travailler avec les gens, parce que moi, c'était vraiment... Je trouvais ça fascinant, en fait, de pouvoir soigner les gens. Avec la parole, avec les médicaments aussi, mais je trouvais ça extraordinaire, le lien que tu pouvais tisser avec eux et ce qu'ils pouvaient en faire, et de voir que ça pouvait être thérapeutique. Je trouvais ça génial. Et en plus, les gens étaient sympas.
Ça paraît très bête, mais il y avait vraiment une ambiance de travail qui était chaleureuse, où les gens étaient respectueux. Et franchement, j'étais contente d'y aller le matin. Ça me changeait des stages où j'y allais la boule au ventre, en fait. Et ouais. Et là, à la fin de ce stage, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est sûr. Tu voulais faire de la psy à la base, le stage t'a plu, les gens sont cool, mais allons-y, quoi. Donc, tu t'es pas posé 12 000 questions. À l'internat, tu as choisi psy. C'était une évidence. Oui, c'était une évidence. C'était une évidence. J'ai hésité pendant un petit moment avec la médecine générale parce que il y avait ce côté, je trouvais, où vraiment on pouvait un peu baisser les masques et arrêter d'avoir ce rapport de force un peu entre le médecin sachant qui sait tout, qui est en blouse, qui gueule sur ses externes et voire qui gueule sur les patients. C'est très très caricatural, hein, mais moi c'est comme ça que je le percevais. Et les stages que j'avais fait chez les généralistes, j'avais retrouvé un peu cette ambiance un peu famille, un peu cocooning, et ambiance que j'ai retrouvée un peu en psychiatrie, et même qui a persisté après, hein, même si quand j'étais interne, même si les conditions de travail n'étaient pas toujours simples, si bah voilà, ça reste l'hôpital, les gens sont malades. C'est pas rose, hein, mais il y avait quand même, la plupart des gens étaient quand même bienveillants, dans le souci de bien faire. Et moi, c'est vraiment un côté de la psychiatrie que j'aime et en vrai que je retrouve. C'est une ambiance que je j'ai pas retrouvée ailleurs. Quand par exemple, ça m'arrive de faire de la psychiatrie de liaison et que je vais dans les autres services, que je discute avec les équipes, les médecins et tout, je vois bien que l'ambiance c'est pas du tout pareil. Pour toi, il y a une ambiance propre au service de psychiatrie. Ouais, ouais, je trouve quand même. Et c'est une ambiance dans laquelle tu t'épanouis. Ouais. Dans laquelle je m'épanouissais. Et alors, cet internat, il a été épanouissant? Oui. C'était aussi un peu en demi-teinte par rapport à l'externat parce que j'avais toujours un peu ce truc de pression, mais je pense que là, c'était plus la pression que je me mettais à moi-même que la pression que je ressentais de la part des chefs et voilà, de la pression qu'on peut avoir quand on est en médecine, le CN, les classements, les machins. Moi, j'ai adoré mon internat en psychiatrie. J'ai eu des bons stages, j'ai eu des super équipes. Il y a très peu de stages ou de gens avec qui ça s'est mal passé et j'ai appris plein de trucs. Franchement, moi, je garde un très très bon souvenir de mon internat. Même si parfois je sentais que, bah, comme tous les internes, ça tirait un peu sur la corde et que c'était un truc quand même assez tabou. Enfin, même en psychiatrie, je pense qu'on était vraiment bien lotis par rapport aux autres internes. Et moi, quand j'y étais, j'étais là, mais on est bien lotis, ok, mais moi, je finis mes semaines, je suis quand même lessivée en fait, mais comment ils font les autres? Comment ils font les autres et puis bon, alors je pense que ça se fait moins, mais il y avait toujours des petites remarques quand on partait un peu plus tôt, qu'il y avait rien à faire, qu'on se faisait relayer par les autres, ou quand on prenait nos demi-journées de congé formation. Enfin, on sentait que il y avait un peu ce truc du présentéisme, même si clairement il y avait rien à faire. Alors on disait bah oui, écoute, je reste joignable, mais là il y a rien, donc bah je vais aller faire autre chose. Et non, c'était très mal vu. Et puis je pense que c'est toujours mal vu. Et en même temps, moi, je comprenais pas trop parce que je me disais, mais enfin, pour moi, je me disais, mais moi, c'est du temps pour récupérer et puis pour être plus efficace en fait après. Et je voyais bien que c'était pas du tout le mood ambiant. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs. Et ça, je me suis toujours sentie en décalage avec les autres là pour le coup.
J'ai assez peu de collègues, que ce soit collègues internes, collègues médecins maintenant, qui avaient ce ressenti. Tout le monde était un peu en mode, bah oui, il faut bosser comme des tarés et puis on verra après quoi. On absorbe la demande. Et moi j'ai toujours été un peu, j'étais là, oui, bah oui, il faut bosser, mais bon, faut bosser en mode efficience quoi. Enfin, ça sert à rien. Moi, je comprenais pas en fait pourquoi les gens, comment dire, j'avais l'impression qu'on travaillait vraiment en mode on est dans l'urgence, on... et puis on verra plus tard pour travailler en profondeur. Et c'est quelque chose qui s'est accentué vraiment ces dernières années avec la pénurie médicale. Et c'est vraiment cette fuite en avant que j'ai ressentie, mais très très tôt dans les études et dans l'internat, où j'avais l'impression qu'il fallait faire toujours plus sans vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire aussi bien, mais en se préservant, soit, quand je dis soit, c'est médecin, soignant, et, et j'avais l'impression que vraiment l'objectif du travail qu'on pouvait fournir, c'était d'en faire toujours plus, et celui qui était valorisé, c'est celui qui travaillait le plus sans se reposer en fait. Et moi, j'ai jamais compris ce délire-là. Alors, c'est pas pour autant que je me reposais plus que les autres, parce que du coup, j'étais en mode full culpabilité, je vais pas faire ça, quoi, mais je comprenais pas, en fait, juste ce fonctionnement de dire, bah oui, on bosse, et il y a du travail, on prend, et on pose. En fait, on pose pas ses limites, on écoute, on est conditionné, je trouve, à pas écouter ses besoins en médecine. Parce qu'il faut répondre aux besoins de l'autre, alors, ce qui est normal, mais moi, plus le temps passe et plus je me rends compte que si j'écoute pas un minimum mes besoins, je deviens nulle. Enfin, je deviens une mauvaise soignante. Enfin, si j'écoute pas un minimum mon besoin de sommeil, mon besoin de récupération, mon besoin de faire autre chose que de la psy, je me suis surprise à devenir méchante avec les patients, et je me suis dit non mais non, ça ne va pas. Donc, mais le temps de m'en rendre compte, ça a été long. Et alors, moi, j'avais l'impression de devenir méchante, ou de devenir mauvaise, quoi, mauvaise, de faire du travail bâclé, en fait. Et ça, je me suis dit non, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est là où je me suis dit qu'il allait falloir que je change quelque chose dans ma façon de travailler. Et à ce moment-là, t'étais interne ou t'étais assistante ? Je pense que j'étais interne. Mais interne, si tu veux, j'avais des réflexions, mais j'avais pas forcément bah voilà, t'as des comptes à rendre hein, quand t'es interne, et moi j'avais pas forcément le culot, parce qu'il y en a qui l'ont, et je suis très très admirative, surtout les internes de la nouvelle génération. J'avais pas le culot de dire bah non, écoute, là j'ai fait mon boulot, écoute, vous avez mon téléphone, s'il y a un problème, je m'en vais en fait. Il y a rien. Et j'avais pas le culot de faire ça. Et j'avais pas le culot de dire bah si, écoute, j'ai droit à mes 2 jours de congé formation, j'ai droit à mes vacances, j'ai droit à ça, donc en fait je vais les poser quoi. Enfin, moi si tu veux, j'ai essayé une fois de les poser, de dire bah oui, alors je vais pas être là, il suffisait que le chef me dise ah bah ça m'arrange pas et tout, je me rangeais directement du côté du chef. Et j'osais pas faire plus. Après, je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité que d'avoir du mal à poser mes limites. Mais c'est un trait de caractère, un trait de fonctionnement que j'ai pu constater aussi beaucoup chez les patients que je suis et qui sont sujets au burn-out. Parce que je suis pas mal de soignants dans mon activité de psychiatrie, je suis pas mal de soignants en burn-out, du coup, et avec la dépression qui va avec. Et je me suis rendu compte que le trait commun de ces personnes-là, puis même c'est des choses qui sont décrites, hein, c'est c'est le schéma d'abnégation, et de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir en fait écouter ses besoins, et d'être toujours dans le bah oui, je m'occupe de l'autre, et moi je
je verrai plus tard. Et ça part d'un très bon sentiment. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est vraiment inculqué à la fac et même dès l'externat. Enfin, je me rappelle, j'ai une anecdote, je trouve, qui illustre hyper bien ça. C'est quand j'étais externe et qu'on faisait des gardes aux urgences, on n'avait, entre guillemets, pas le droit de manger avant les chefs qui mangeaient en premier, puis après les internes qui mangeaient en deuxième, et nous, en gros, on mangeait en dernier, donc on mangeait, il était 16-17 heures. Et si on allait manger un truc, c'était, on nous regardait de travers, en fait. Et je me disais, mais c'est dingue quand même, on peut même pas... Non, enfin, même si, en fait, c'était comme ça, même s'il y avait personne aux urgences, parce que bien sûr, quand on est dans le jus, voilà, on va pas aller chercher son sandwich ou son plateau, mais c'était comme ça, et on se faisait pourrir si on allait manger avant les chefs ou les internes. Et moi, je comprenais pas ça. Je me disais, mais quel est le but, en fait? Et c'était vraiment de montrer qu'on était capable de résister à la faim. C'est comme d'aller se coucher quand il y avait plus rien à faire pendant la nuit. C'est pareil, c'était mal vu. Enfin, je sais pas. J'ai jamais compris cette logique. Comme s'il fallait triompher de ses besoins naturels. C'est comme pendant les transmissions, les gens se vantaient de ne pas avoir, limite les gens se vantaient de ne pas avoir eu le temps d'aller pisser. Enfin, moi, j'étais là, mais les gars, à quel moment, quoi? À quel moment c'est mieux si toi t'es pas allé pisser et que ça montre qu'en gros t'es meilleur que les autres, quoi? Enfin, ouais, ça me pose encore question, cette façon de faire. Tu restes dubitative devant cette culture du sacrifice. Cette culture, c'est exactement ça. Cette culture du sacrifice, c'est culture du sacrifice que je retrouve de façon quasiment inconditionnelle dans tous les gens que je vois et que je suis qui sont en burn-out, en fait. Et qui ont du mal à percevoir qu'on peut fonctionner autrement. Parce que les gens se disent, mais si je m'écoute, en fait, je ne fais plus mon travail. Et c'est vraiment ce raisonnement en tout ou rien, c'est-à-dire, c'est très dichotomique. C'est soit je ne m'écoute pas, je suis tête dans le guidon, je me retiens de pisser, je me retiens de manger, je me retiens de dormir, et comme ça je sauve des vies, soit je m'écoute et je suis un mauvais soignant. C'est un peu le raisonnement, quoi. Alors pour revenir à ton parcours, donc tu décrivais un internat qui globalement se passe bien, même si tu observes un fonctionnement de l'hôpital et des soignants qui te laisse un peu perplexe. Ouais. Et tu nous disais tout à l'heure que tu avais été un petit peu écœurée par ton assistanat. Comment tu l'as vécu, ton assistanat? Alors, l'assistanat, en fait, moi, si tu veux, alors je ne sais pas à quoi je m'attendais. Enfin, si, je sais à quoi je m'attendais. Moi, j'ai bien vécu mes années de médecine, même si c'était dur et que j'étais vraiment dans le sacrifice un peu. J'étais dans le sacrifice, mais comme si j'étais dans l'idée qu'il y allait y avoir un moment où ça allait être plus facile. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu te sacrifies pendant tes études, mais après, une fois que tu seras chef, ça sera fini le sacrifice. Alors qu'en fait, non. Cette idée-là. C'était carrément ça. C'était carrément ça. Et je me disais, vas-y, mais quand tu seras chef, il y aura plus la thèse, il y aura plus les examens, ce sera, enfin, c'est toi qui feras tes choix, donc en gros, t'auras plus de compte à rendre et tout. Alors déjà, faux. Alors certes, j'avais pas les mêmes comptes à rendre, mais j'avais des comptes à rendre à l'institution. Hein. Et moi, le truc qui a été le plus dur, c'est de me rendre compte de la pénurie médicale et de me rendre compte que, en gros, je devais sélectionner des patients. Et ça a été le gros drame de ma vie. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'étais sur le poste que je voulais depuis des années. J'avais un poste d'assistante dans une unité spécialisée en troubles du comportement alimentaire.
C'était vraiment ma plus grande passion dans la psy, donc trop heureuse, quoi. J'ai fait ma thèse là-dessus. J'ai fait un stage à Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, dans un service spécialisé. Enfin, j'étais au taquet. J'adore cette sous-spécialité entre guillemets. Sauf que j'ai été confrontée de plein fouet à une réalité que j'avais pas vraiment vue quand j'étais interne, parce que quand t'es interne, t'es dans le service, c'est pas toi qui décides des admissions, c'est pas toi qui filtre et tu fais ton taf et point barre. Et moi, j'avais vraiment pas vu qu'en fait, mais il fallait toujours jouer à Tetris, trouver des lits, trouver des places. Moi, j'avais jamais été confrontée à ça et je me suis retrouvée dans une situation où, en gros, j'étais dans un service où il y avait 9 lits, mais où on avait 50 demandes. Et c'était horrible parce que c'était tous des gens qui avaient besoin et je passais, tous les jours, je passais un temps infini à expliquer aux gens que non, on ne pouvait pas les prendre. Parce qu'au début, c'était la secrétaire qui accueillait la demande et qui leur disait, écoutez, on n'a pas de place, on a une liste d'attente, mais en gros, on a 50 personnes sur la liste d'attente et les gens étaient en colère et à raison. Et du coup, au bout d'un moment, à force de pourrir la secrétaire leur disait, attendez, je vais appeler le médecin. Donc le médecin, c'était moi. Et c'était horrible pour moi de dire aux gens, écoutez, oui, j'entends, votre fille fait 38 kilos, mais comment dire, on en a 15 qui font 33 kilos ou qui font 30 kilos, donc on peut pas la prendre en fait, elle est pas prioritaire. Et ça, c'était terrible pour moi de me rendre compte qu'on était obligé de mettre des gens de côté et que en fait, entre la super théorie que j'avais apprise et avec laquelle je pensais que j'allais sauver le monde, je pense qu'on est un peu tous comme ça au début. En fait, je pourrais l'appliquer, mais au quart ou je pourrais pas vraiment l'appliquer juste parce que trop de monde, trop de demandes et pas de temps et pas de personnel, quoi. Et là, ça a été la plus grosse désillusion. Et là, j'ai commencé à me démotiver et en fait, ça a été assez rapide, parce que en fait, je bossais parce que du coup, on prenait les gens les plus graves ou les chroniques, mais du coup, moi, j'avais l'impression que du coup, on passait à côté des gens qu'on aurait pu soigner avant que ce soit trop grave ou trop chronique. Du coup, dans ma tête, c'était pas du tout efficient. Comme je te disais tout à l'heure, je me disais, mais c'est pas qu'on raisonne à l'envers, mais en fait, si, c'était ça. J'étais là, mais en fait, là, on part à l'urgent, sauf que plus on ignore les gens qui... Enfin, pas qu'on ignore, mais en fait, moins on accède Je m'embrouille. Ce que tu veux dire, c'est que ces personnes que tu ne prends pas dans ton service parce qu'elles ne sont pas encore à un stade où c'est urgent, oui. Et ben en fait, tu vas les retrouver plus tard à un stade urgent et ça aurait pu être évité. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'était le problème que, comme on était une unité surspécialisée en TCA et que, en fait, il y a très peu de personnes en réalité qui sont formées à ces troubles, je savais très bien que si nous, on s'en occupait pas, en fait, il y avait quasiment aucune chance qu'elle soit prise en charge ailleurs, en ambulatoire ou dans d'autres villes, parce que en gros, tu dois avoir une petite dizaine de centres spécialisés en France et puis c'est des pathologies où tu ne peux pas en plus t'en occuper tout seul en libéral parce que il faut être plusieurs. Il faut des psychomotes, il faut des psychiatres, il faut des psychologues, il faut des diètes, des nutritionnistes, enfin tout un petit package professionnel à avoir. Et c'est pas quelque chose que tu peux avoir dans une unité non spécialisée en fait. Et bref, voilà, j'étais dégoûtée de me rendre compte qu'en fait, il y a quasiment 10% de la population qui souffre de TCA, mais qu'on ne pouvait pas s'en occuper. C'était un peu le drame de ma vie. Et alors, comment ça se passe, la décision de te dire « Ok, là, j'en peux plus, j'arrête, je prends du recul, je prends du temps pour moi ». Et comment ça se passe ensuite de te dire « Ok, je vais faire du libéral », ce qui, d'après ce que tu viens de dire, si je comprends bien, ça implique aussi de changer ta pratique et de ne plus faire du TCA, ou en tout cas plus de la façon dont tu le faisais avant. Comment ça se passe ce processus de décision pour toi ?
Ça s'est passé assez vite en fait parce que j'ai commencé mon assistanat en novembre 2019 et je crois que j'étais à un staff d'équipe genre en juillet 2020, donc c'était vraiment mais pas longtemps après. C'était vraiment pas longtemps après. Et je sais qu'on était en train de se prendre la tête sur qui on va admettre et qui on va pas admettre. Et là, je me suis dit, non, mais je vais pas pouvoir rester là-dedans. Ça m'angoisse, ça me met en colère. J'arrive pas à faire la part des choses. J'arrive pas à prendre de la hauteur. Il y en a qui y arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas me dire qu'on laisse des gens sur le côté et qu'en plus, on fonctionne en mode dégradé parce que je voyais bien qu'il y avait de plus en plus de demandes. Les demandes ont explosé avec le Covid. Il y a de plus en plus de demandes et qu'en fait, tout simplement, on n'y arrivait pas, quoi. Et moi, je pouvais pas me dire, on continue de fonctionner en mode dégradé, mais sans réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait fonctionner de façon plus efficiente, en fait, en faisant plus de prévention, en prenant en charge plus précocement, mais tout simplement parce que c'était pas possible. C'était une espèce d'engrenage de fuite en avant où c'est l'urgence. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas travailler comme ça. Je vois pas les choses comme ça, en fait. C'est pas mes valeurs profondes. Moi, je suis plutôt dans c'est très bateau, hein, mais moi, je suis plus dans le vaut mieux prévenir que guérir. Et là, on était ni dans la prévention primaire, c'est-à-dire limiter la survenue de la maladie, ni dans la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter que la maladie dure trop longtemps, si je dis pas de bêtises, et ni dans la prévention tertiaire, c'est-à-dire éviter les rechutes. Et on était dans rien. On était juste dans l'urgence. Machinette pèse 30 kilos, il lui faut une hospi. Ça dure 1 mois, on la remplume de 5 kilos, elle veut sortir, elle sort, elle revient 6 mois après parce qu'elle n'y arrive pas et qu'on n'a pas eu le temps de faire un travail de fond. Enfin, c'était vraiment l'usine, mais de l'usine, moi, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas et pourtant, là, j'avais une super équipe et les gens essayaient vraiment de bien travailler, mais en fait, on pouvait pas, quoi, parce que soit les gens étaient trop sévères et que, en gros, on faisait comme on pouvait, mais le trouble était tellement enquisté que c'était compliqué, quoi. Et moi, j'avais l'impression qu'on arrivait, pour certains, qu'on arrivait trop tard. Et ça, j'avais du mal avec ça. Donc, tu avais l'impression d'arriver trop tard. Et est-ce que c'est ça qui te motive pour faire du libéral, te dire que peut-être tu pourras arriver un petit peu avant que trop tard? Bah ouais, oui, quelque part, c'est ça. Et alors surtout, moi, ce qui me motive dans le libéral, c'est que j'ai plus de contrôle sur ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que là, comme on était service public, il fallait qu'on prenne absolument les gens. Et puis, voilà, c'était l'hôpital. Il fallait, c'est normal qu'à l'hôpital, on prenne les cas graves, les cas chroniques, qui ne seront pris de toute façon nulle part ailleurs, parce qu'il y a quelques cliniques qui font du TCA, mais il y en a pas beaucoup. Et puis, les cas graves et les cas chroniques, ils sont vite limités. Et moi, je me suis dit, mais au moins, si je me mets en libéral, que je mets en place une certaine façon de travailler qui est peut-être plus dans la psychothérapie, de façon plus précoce, en allant plus en profondeur. Alors certes, en prenant probablement moins de patients, mais en m'occupant des patients que j'ai de façon complète, en essayant de faire les choses de façon la plus complète possible, je me dis après, ça peut laisser la place à d'autres, en fait, et ça peut à terme éviter des hospitalisations, éviter des arrêts de travail, de me dire je prends le temps de faire une vraie prise en charge de A à Z et pas juste de parer à l'urgence. Et ça pourra peut-être, je l'espère, éviter à terme des gens qui rechutent encore et encore ou qui s'enfoncent dans la maladie parce que c'est souvent ça. Et en libéral, t'as encore le temps, je trouve, t'as accès en fait à des gens qui sont pas encore trop enfoncés dans la maladie et sur lesquels tu peux quand même faire des choses chouettes. Et puis j'ai pu le voir en faisant de la téléconsultation parce que du coup j'ai eu accès à une patientèle de ville et c'est vrai que les gens consultent d'abord en ville et après si ça va pas ils vont à l'hôpital
Et moi, je pense que ça me correspond plus d'être en première ligne, disons, pour déjà épurer un peu et donner l'occasion à des gens qui sont pas trop sévères d'avoir une bonne prise en charge pour leur éviter de s'enfoncer dans les troubles et à terme d'avoir besoin d'arrêt de travail très long, voire d'invalidité, et aussi d'éviter des hospitalisations. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai eu. C'est l'impression que j'en ai eu là de prendre en charge des gens qui, sans prise en charge, probablement auraient fini en congé longue maladie ou en hospitalisation. Ou en tout cas, les choses auraient tourné autrement et au final auraient coûté plus cher à la Sécu, auraient coûté plus cher en moyens humains, en médicaments. Et cette façon de travailler est pour moi beaucoup plus satisfaisante. Même si, du coup, forcément, je peux pas prendre autant de patients que d'autres parce que je les vois de façon plus longue, je les vois plus régulièrement, mais je me dis que c'est un investissement à long terme et que si je m'en occupe bien pendant quelques mois, voire quelques années à terme, ça laissera de la place pour d'autres et c'est des gens qui n'auront pas besoin d'être hospitalisés ou du moins de façon beaucoup plus ponctuelle. Pareil pour les arrêts de travail. Et il y a un autre aspect sur lequel j'avais envie de revenir. On a parlé de la psy, mais on n'a pas encore parlé de ta deuxième passion, le sport. Ah oui. Et quelle place prend le sport dans tout ça, dans tout ton parcours, dans les études et jusqu'à maintenant en fait? Moi, ça a été moi, ça m'a permis plusieurs choses. Déjà, ça m'a permis une certaine régulation émotionnelle, que ce soit le stress, la pression des examens, juste ça me permettait de faire redescendre la pression. Et puis ça me permettait aussi de m'épanouir dans un autre domaine en fait que la médecine et d'avoir l'impression que je savais faire autre chose que de la médecine. Est-ce que c'était une façon de compenser ce sentiment que tu pouvais avoir en stage de pas savoir suffisamment bien, enfin ce perfectionnisme que tu avais, que tu racontais tout à l'heure, cette peur de pas savoir, au moins le sport te permettait de dire ah ben tiens là dans ce domaine je gère quoi. Ouais, c'est ça, ça me permettait ça. D'une part, ça me permettait de gagner en confiance en moi. Ça me permettait de me défouler. Ça me permettait de voir des gens extérieurs à la médecine. Ça me permettait juste de sortir du cadre médical dans lequel on a vite tendance à s'isoler entre guillemets parce qu'on a vite tendance à ne côtoyer que les gens de la fac et que les gens de l'hôpital en fait. Et moi, ça me permettait vraiment de voir autre chose, de m'épanouir dans autre chose, d'avoir d'autres conversations, d'avoir d'autres idées, de m'enrichir dans autre chose. Et puis surtout, ça me permettait de me donner d'autres défis, ouais, c'était ma récréation, quoi. C'était ma récréation. Et ouais, c'était surtout ça. C'était défouloir, récréation, confiance en soi et socialisation autre que médecine. Et en pratique, t'arrivais à y consacrer le temps que tu voulais parce que on sait tous qu'une première année de médecine c'est extrêmement prenant, qu'un concours pour l'internat, les ECN, ça peut aussi être extrêmement prenant. T'arrivais à caser tout ça dans ton emploi du temps? En première année, j'ai quasiment tout arrêté, clairement. J'avais gardé une demi-heure de footing le dimanche ou une demi-heure de natation le dimanche. C'est en gros ce que je faisais. Ou alors j'allais à pied à la fac aussi, c'était mon activité physique du jour. Et après, j'ai quand même bien repris à partir de la deuxième, troisième année, j'ai bien repris. J'ai repris notamment la course à pied, je me suis inscrite à un semi-marathon, donc ça me donnait des objectifs autres que la fac. Et à partir du début de l'externat, donc en quatrième année, au début j'ai essayé de m'y mettre tête baissée pour faire comme tout le monde. Et j'ai vite vu que ça n'allait pas le faire et que je commençais à m'essouffler en fait et que je sais pas, j'en avais déjà marre en fait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non mais de toute façon, tu
tu veux faire psychiatrie, donc bon, passe le CN, mais tu sais très bien que de toute façon, dans tous les cas, tu auras psychiatrie, donc c'est pas que j'ai lâché l'affaire, mais j'ai révisé sans vouloir donner ma vie. Et ce serait abusé de dire ça, mais je pense que j'ai jamais fait autant de sport qu'en 5e et en 6e année, en fait. Mais parce que j'avais lâché du lest sur les études, j'ai quand même à chaque fois passé mes examens, mais juste je m'étais dit non mais en fait j'en ai marre et j'ai pas envie de donner ma vie là-dedans. Et moi je veux faire psychiatrie, donc j'aurai psychiatrie dans tous les cas et ce sera très bien quoi. Donc oui, en 4e année, j'ai repris le sport de façon un peu plus intensive. Et ça a été crescendo avec les années. 5e année, j'étais vraiment à fond. 6e année, j'étais à fond. Il y a juste eu, allez, je dirais, les 3 mois avant le CN où là, je me suis dit, bon, quand même, on va ralentir, on va lever le pied. Mais j'ai levé le pied, mais je continuais de m'entraîner, hein, clairement. Et ensuite, pendant l'internat? Oh, ben, l'internat, mon activité préférée, c'était de trouver le temps dans la journée d'aller faire ma séance. Donc soit j'y allais le matin avant d'aller en stage, soit j'y allais entre midi et 2, soit j'y allais le soir, en fonction du terrain de stage et de la souplesse du terrain de stage, mais j'ai toujours réussi à me débrouiller pour trouver un créneau dans la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir. C'était très rare c'est vraiment très rare les fois où j'ai pas pu y aller. Alors j'y allais pas tous les jours non plus, mais j'y allais bien 4-5 fois par semaine en comptant le week-end. Et en plus, je m'étais réinscrite dans un club de triathlon, donc j'avais des objectifs derrière. Et puis bon, on va bien le dire aussi, j'avais un peu ce goût du défi de me dire, bah oui, moi je vais tout combiner, quoi. Je vais à la fois faire le CN et le triathlon. En fait, je crois qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où j'arrivais plus à me dire, vas-y, tu fais que de la médecine dans ta vie. C'était pas possible. C'était plus possible. Non. Jamais réussi à faire que de la médecine, et les fois où j'ai essayé de faire que de la médecine, j'ai un peu déprimé, donc j'ai arrêté de vouloir faire que de la médecine dans ma vie. Tout à l'heure, tu disais que voilà, cette période un peu off là, après ton assistanat, ça t'avait permis de réfléchir à ce que tu voulais, à quel cadre d'exercice tu voulais pour ta pratique libérale. Est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu quel est ton cadre à toi? J'imagine que dedans, il y a du temps pour faire du sport, mais c'est quoi un peu les conclusions de tes réflexions? Les conclusions de mes réflexions, c'est que je pense que désormais, je suis incapable de faire de la médecine, c'est-à-dire de la psychiatrie, à temps plein. Et ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de l'admettre, parce que clairement, hein, peur du regard des autres, peur du jugement de mes pairs notamment, des autres psychiatres. Parce que là, en gros, aujourd'hui, j'imagine mon temps entre 2 tiers de psychiatrie et 1 tiers où je fais autre chose, c'est-à-dire de la formation, parce que j'adore me former notamment en psychothérapie. C'est ma grande passion aussi. Et de faire des activités, de renouer avec des activités plus créatives, notamment le podcasting, l'écriture. Enfin voilà, je suis en train de retrouver un équilibre comme ça, et tout en faisant du sport à côté. Mais là, j'ai vraiment réalisé pendant cette année que si je cherchais à bosser en psychiatrie à temps plein, j'allais pas tenir en fait toute ma carrière. Et je pense que le fait de faire vraiment des psychothérapies en profondeur avec les gens, c'est énergivore. En tout cas, pour moi, c'est très énergivore. Et quand je discute avec mes superviseurs avec qui je me forme en thérapie, ils me disent que de toute façon, c'est épuisant de faire
des psychothérapies aux gens, surtout que c'est des gens qui vont mal et ça va te pomper ton énergie, tu vas devoir en retrouver à côté. Et je le vois depuis que je travaille moins, je me trouve meilleure psychothérapeute. Enfin, c'est très subjectif, c'est mon jugement à moi, mais moi je le sens comme ça. En tout cas, toi, t'es plus à l'aise dans ton travail en travaillant moins. Oui, complètement. Et en travaillant différemment. Du coup, parce que je me suis beaucoup investie dans le podcast, que je considère en fait, même si j'adore ça, je considère ça quand même comme du travail, parce que ça demande pas mal de recherche, d'écriture, et c'est vraiment ce qui me manquait en fait, je pense, dans mes semaines. De faire moins de psychiatrie et de faire plus de travail créatif, on va dire. Parce que dans mon travail créatif, je parle toujours de la psy, mais en fait, je fais de la psy, mais autrement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu abordes la psy sous un autre angle que celui que tu utilises au quotidien en face à face avec tes patients. Exactement. Je cherche à transmettre, à partager ce que je connais, à essayer de transmettre un peu mes connaissances et peut-être à donner des pistes aussi de self-help, d'auto-soin. Je réemploie ce mot que je n'aime pas, mais c'est un peu mon intention, en tout cas, avec le podcast pour l'instant et peut-être d'autres choses après. Et là, je m'épanouis beaucoup plus en faisant ça, en fait. Est-ce que tu es heureuse, là, au jour où on parle dans ton activité professionnelle ? Ouais, je sens que l'organisation est pas parfaite, mais je suis vraiment contente de la tournure que les choses ont prise et d'avoir pris confiance justement dans mes propres choix et d'assumer qu'en fait, je suis pas comme tous mes collègues et que juste je pourrais pas travailler comme eux. Et que c'est moi en fait, et que je pour pouvoir prendre soin de moi et pouvoir prendre soin des autres au mieux, j'ai besoin de faire comme ça en fait. Est-ce que ça t'a manqué d'avoir des modèles un petit peu différents qui ressemblent plus du coup à ce que tu fais aujourd'hui ? Mais tellement. Mais tellement, parce que moi j'avais des modèles, hein, j'ai des mentors et tout, mais c'est tous des gens, le travail c'est leur vie, ou leur vie c'est leur travail. Et j'étais hyper admirative de ce qu'ils faisaient, et j'étais là, mais j'adore la façon dont ils travaillent, mais dans le contenu, pas dans la façon, enfin pas dans l'emploi du temps qu'ils ont. Et surtout que ça va mais complètement à l'encontre de ce qui est demandé en fait. Et c'est ça qui est super dur, je trouve, c'est de devoir affirmer ses besoins pour se préserver un minimum et pouvoir continuer de travailler. C'est pouvoir affirmer ses besoins et dire, poser des limites et dire non mais en fait non, je ne ferai pas ça. Et oui, il y a de la demande, oui c'est l'enfer sur terre, oui les gens ne peuvent pas avoir accès aux soins, mais en fait c'est soit ça, soit j'arrête. Enfin moi j'en étais arrivée à cette conclusion là, c'est-à-dire que si je ne peux pas aménager mon emploi du temps, il y a un moment je vais avoir envie d'arrêter et de faire complètement autre chose que médecine. Donc du coup je me suis dit je vais moins travailler en psychiatrie, mais c'est soit ça, soit de toute façon, dans les années à venir, j'arrête en fait. C'est se préserver pour durer. Ouais, exactement. Est-ce que tu as des regrets, des choses que tu ferais différemment dans ton parcours si c'était à refaire ? C'est une bonne question. Je réfléchis un peu parce que honnêtement, si je suis très honnête, si c'était à refaire, des fois je me dis, je suis pas sûre que j'aurais choisi médecine. C'est hyper. Je sais pas trop comment les gens reçoivent ce genre de déclaration, mais a posteriori, je me dis que c'était quand même beaucoup de sacrifices pour un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Et honnêtement, je pense que je n'avais pas saisi la portée du truc quand j'avais 18 ans et que j'ai choisi. Franchement, si je suis très très honnête, c'est ça. Probablement que j'aurais fait autre chose de différent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je suis là
que j'adore tout ce que j'ai appris, que j'adore apprendre au quotidien et que j'adore la psy dans tous les cas. Et que j'adore soigner les gens quand mon niveau d'énergie n'est pas trop entamé. Du coup, je me dis que si je changerais des choses, probablement que si je parlais aujourd'hui à moi à 17 ans, je dirais réfléchis à 2 fois avant de faire médecine parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices. Tu vas te faire des cheveux blancs. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pas un hasard aussi si j'en ai autant bavé, c'est que j'avais des choses à faire avec ça après, quoi. Enfin, je pense que si j'en avais pas autant bavé, j'aurais jamais eu toutes ces réflexions sur le bien-être au travail, travailler de façon efficiente, essayer de travailler intelligemment sans forcément absolument vouloir répondre aux besoins de l'urgence. Alors ça, je dis ça a l'air très facile, mais quand on est dans le jus, qu'on travaille aux urgences, ça m'arrive des fois de travailler aux urgences, on est bien obligé, mais moi, je peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas un modèle de soins qui est pérenne, parce que les gens s'épuisent, on le voit bien, il y a de plus en plus de gens qui fuient l'hôpital, qui fuient même la profession, et je me dis, mais c'est trop dommage, parce que c'est quand même super ce qu'on fait, mais tout le monde a ce discours, c'est j'adore ce que je fais, mais pas dans les conditions que je le fais. C'est ça. Mais ça, je crois que c'est une phrase qui met beaucoup de monde d'accord, malheureusement. Ouais. Je te propose de répondre à la dernière question du podcast. Quelle est ta tenue de travail ? Ma tenue de travail ? Ouais. Alors, ma tenue de travail en remplacement à l'hôpital ou en téléconsulte ? Eh ben, écoute, les deux. Ou quand tu fais du podcast, je ne sais pas si c'est du... Alors, attends, je vais commencer par le classique. On va faire la tenue de travail à l'hôpital. Je me mets un petit jean, un petit haut, t-shirt l'été, haut chaud l'hiver parce que je suis très frileuse. Je mets une petite paire de baskets que j'aime bien mais qui me permettent de courir si on a un petit patient agité à contentionner. Et je m'attache les cheveux aussi pour éviter de me faire... arracher les cheveux. Enfin, non, là, on a l'impression que c'est dramatique, les urgences psy, mais c'est pas toujours comme ça. Hein. Mais à l'hôpital, moi, j'aime bien parer à toutes les éventualités quand j'y suis. Et par contre, quand je consulte, donc pour l'instant, c'est un téléconsultation, même si ça va bientôt changer, ou quand je fais mes podcasts, pour être tout à fait honnête, je mets un petit pull qui fait bien habillé avec des petits, enfin voilà, un petit collier, un petit peu de maquillage, et en bas, j'ai souvent un legging, un pantalon de yoga un peu large, et des grosses chaussettes. Voilà. C'est important d'avoir chaud. Donc voilà, les patients me voient bien habillée en haut, ils voient juste pas qu'en bas, je suis en legging. Donc quand on fait du podcast, ça ne s'entend pas quand on est en pyjama. Exactement. Je te remercie, Laure, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, Anne-Lise. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré. J'adore recevoir vos retours par mail ou via mes réseaux sociaux. Vous trouverez dans les notes de l'épisode comment me contacter. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, à raconter vos témoignages de médecins, à me faire des propositions d'invités. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est le bouche à oreille qui lui permet de se faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sympathique sur vos applications de podcast. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Podcast La Consulte. Et aussi, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Toutes les références sont dans les notes de l'épisode. À bientôt!